Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Madame, monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, le gouvernement en guerre contre l'abstention, cette fois après un niveau record pour les scrutins de dimanche dernier. Toutes les méthodes sont à l'étude pour endiguer le phénomène. Nous ferons ensuite un tour d'horizon des seconds tours des régionales avec des triangulaires, quadrangulaires et même des quinquangulaires. Et puis nous reviendrons sur la 40e édition de la Fête de la musique, une édition marquée par les affrontements entre fêtards et forces de police pendant qu'Emmanuel Macron, lui, avait organisé son petit raout à l'Élysée avec Justin Bieber. La chasse aux abstentionnistes est ouverte. Après un revers cuisant aux élections régionales et départementales, l'exécutif veut faire remonter la participation, une idée pas forcément judicieuse qui pourrait donner lieu à de drôles de méthodes. Décryptage. 66% des Français n'ont pas voté lors du dernier scrutin. Un chiffre record que les politiques n'ont visiblement pas décidé de comprendre. En effet, entre la situation sanitaire, le beau temps ou les tribulations de la Poste, tout est bon pour se dédouaner de cet échec. Même dans les rangs du Rassemblement national, l'abstention massive semble incomprise. Une forme de déni de nos chères élites qui refusent de voir leur responsabilité dans la volonté des Français de ne plus participer à ce que beaucoup considèrent être une mascarade démocratique. Pourtant, bien que le vote blanc ne soit pas reconnu en France, les élections qui se jouent avec un tiers du corps électoral ne fait pas les affaires de la classe politique. Sans surprise donc, à peine 24 heures après les résultats catastrophiques pour la Macronie, Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, suggérait de recourir au vote par Internet, partant du principe que les Français ne votaient pas parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer. Pourtant, beaucoup parmi les abstentionnistes ont avant tout fait un geste de défiance à l'égard des politiques. Une défiance pas prête de se calmer en recourant au vote numérique ou au vote par correspondance. En effet, à titre d'exemple, l'élection américaine, qui fait usage de toutes ces techniques, a donné lieu à des suspicions de fraude massive, dont certaines sont d'ailleurs avérées depuis. Certains États ont notamment retrouvé des bulletins de vote en trop.
Par ailleurs, si l'exécutif français voulait se tourner vers les votes par correspondance, sa charge contre la Poste qui n'a pas su délivrer toutes les professions de foi en temps et en heure tombe bien mal. Comment imaginer recourir à des votes expédiés par la Poste quand on sait d'ores et déjà que les éléments capitaux pour l'élection ne sont toujours pas correctement distribués? Mystère de la Macronie sans doute. Et si ces techniques seront sans aucun doute remises sur le tapis pour la présidentielle de 2022 comme prévu, il va de soi qu'elles ne peuvent pas être lancées pour le second tour des régionales. Pour limiter la casse de dimanche prochain, la Macronie devrait donc persister dans une communication rade et pâquerette comme les galipettes dans l'herbe de l'Élysée des youtubeurs McFly et Carlito qui n'ont visiblement pas su séduire la jeunesse française puisque près de 90% des 18-24 ans n'ont pas voté dimanche dernier. Et pas sûr que la fête de la musique à l'Élysée avec Justin Bieber n'inverse la tendance. Le gouvernement n'a pas encore osé évoquer l'idée de récompense pour les personnes allant voter, mais comme les bons alimentaires en Guyane française en échange de se faire vacciner, l'idée totalement illégale pourra peut-être faire son chemin. Objectif, second tour. Alors que les premiers enseignements électoraux ont été tirés par les partis qualifiés, l'heure est aux alliances et au désistement pour les régionales. Tour d'horizon tout de suite avec Olivier Frère-Jacques. Le premier tour passé, c'est le temps des alliances, des désistements, mais aussi des maintiens et des règlements de compte. Dans la région capitale, la donne était prévisible. Les 3 listes de gauche, qui dépassent tout juste les 10%, vont tenter de concurrencer la sortante Valérie Pécresse. Ainsi, les Verts avec Julien Bayou, le PS avec Audrey Pulvar et les Insoumis avec Clémentine Autain feront front commun. Une belle brochette de personnalités pas très sympathiques et populaires qui ne devrait pas empêcher la candidate LR de se maintenir. Jordan Bardella devrait lui payer un possible vote utile à droite et une démobilisation de ses électeurs. Enfin, le candidat LREM Laurent Saint-Martin se maintient également au second tour. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on retrouve un dispositif en voie de disparition avec le Front républicain, puisque le candidat écologiste Jean-Laurent Féizia se retire finalement après avoir affirmé se maintenir. C'est donc un duel entre le RN Thierry Mariani face à un LR chargé de marcheurs, Renaud Muselier, 36% contre 32% au premier tour. Autant dire qu'il faudra une campagne très active dans cet entre-deux tours pour que le candidat RN l'emporte. En Bretagne, le sortant PS Loïg Chenet-Girard, arrivé en tête au premier tour, s'allie avec une liste écologiste, mais pas celle de ELV, à près de 15 points, mais une autre à 6 points, laissant ainsi un brin de suspense pour le second tour, même si cela devrait suffire pour l'emporter. Face à lui, un candidat LR, un candidat LREM que le ministre Le Drian aurait voulu rabibocher avec le socialiste, un candidat ELV et un RN, une quinquangulaire donc. Quinquangulaire, comme en Nouvelle-Aquitaine, où ce dispositif de second tour devrait profiter au socialiste sortant Alain Rousset avec les mêmes partis en présence. Dans le Grand Est, le sortant LR Jean Rotner, à plus de 30 points, devrait l'emporter sans difficulté face au RN 20 points et aux écologistes 14% qui ne fusionneront pas avec la liste Génération de l'ancien ministre Aurélie Filippetti en dessous de la barre des 10%. La candidate LREM à 10 points fera de la figuration une quadrangulaire sans suspense. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand bénéficiera du soutien sans fusion de la liste de la majorité LREM. Mené par 5 ministres et qui n'a même pas atteint les 10 points, il affrontera la liste d'Union des Gauches et le RN, une triangulaire sans suspense non plus. Dans les Pays de la Loire, une quadrangulaire, plus incertaine, avec les LR arrivés en tête et qui font face à une alliance écolo-socialiste des 2e et 3e qui peuvent l'emporter, quand le RN Hervé Juvin et le candidat LREM n'ont rien à espérer. En Centre-Val de Loire, 5 listes en mesure de se maintenir avec le PS allié au PCF, le RN, LR, LREM et une union de gauche EELV, LFI et Génération. Dans cette région, on devrait assister à une union de toutes les gauches qui devrait d'ailleurs l'emporter dans une quadrangulaire. Le candidat LREM refusant de céder sa place au LR qui lui refuse de fusionner. En Normandie, pas de surprise, une quadrangulaire avec une victoire qui ne devrait pas échapper à l'ancien ministre Hervé Morin, sortant les Républicains. Le RN Nicolas Bay sera donc dans l'opposition, tout comme les 2 listes de gauche qui n'ont pas trouvé d'accord, alors qu'elles auraient pu titiller le président sortant, notamment grâce au réservoir de voix du candidat communiste éliminé juste en dessous des 10%. En Occitanie, c'est l'heure des règlements de compte à gauche avec la sortante Carole Delga qui refuse les fusions avec les écologistes comme avec les insoumis. Largement arrivée en tête, la PS n'a pas besoin de ses alliés pour l'emporter face aux droites LR et RN. Elle fait donc cavalier seul pour avoir les coups des franches. Enfin, en Bourgogne-Franche-Comté, ce sera une quadrangulaire avec primo sortant PS qui devrait l'emporter. Une candidate qui fusionne avec la liste écologiste qui aurait pu se maintenir. Derrière, le RN, LR et LREM se partageront le rôle d'opposants.
C'était une fête de la musique très macronienne. À l'occasion de la 40e édition, la soirée a tourné à l'affrontement avec les forces de police. Emmanuel Macron, lui, en a bien profité à l'Elysée. Le point pour la soirée avec Thibaut Bastide. Des rues bondées, des débordements et Justin Bieber à l'Elysée, voilà le résumé de la 40e édition de la fête de la musique. Au lendemain de la fin du couvre-feu et seulement quelques jours après la suppression du port du masque obligatoire à l'extérieur, de nombreux Français ont souhaité profiter à fond de la fête de la musique, événement créé par l'ancien ministre de la Culture, le très controversé Jack Lang, pour célébrer le début de l'été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains s'en sont donnés à cœur joie. En effet, malgré les appels au respect des gestes barrières et des restrictions sanitaires, des milliers de fêtards se sont rassemblés dans les rues de la capitale. À Montmartre, aux abords de la place de la République ou à l'hôtel de ville, les images de foule se sont répandues sur les réseaux sociaux. Le protocole établi par le gouvernement interdisait les concerts spontanés à l'extérieur. Le port du masque en extérieur, lui, demeurait recommandé en cas d'affluence, une règle largement ignorée tout au long de la nuit, tout comme celle proscrivant les attroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique. Une ambiance bon enfant dans un premier temps, avec un sentiment, celui d'un début de retour au monde d'avant. Mais rapidement, la réalité a rattrapé les fêtards. Les forces de police sont intervenues à plusieurs reprises pour éparpiller les regroupements. Des interventions qui ont tourné au jeu du chat et de la souris, avec quelques affrontements, jets de projectiles contre gaz lacrymogène. Voilà. République sous les gaz lacrymogènes. Scénario similaire à Annecy et à Nantes où les tensions ont été particulièrement importantes. Un rassemblement pour une fête de la musique libre était organisé en mémoire de Steve Maia-Canisso, le jeune homme mort noyé dans la Loire après une chute consécutive à une charge de la police lors de l'édition 2019. Il n'en fallait pas plus pour que les violences éclatent. À Paris, 25 individus ont été interpellés pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et outrage, et vol et participation à un groupement en vue de commettre des violences. 46 établissements se sont vus dresser des procès-verbaux de mise en demeure. Un climat extrêmement tendu et une soirée beaucoup plus calme pour Emmanuel Macron. Après avoir fait la part belle à des groupes extravagants les années précédentes, le chef de l'État a fait dans la sobriété pour cette 40e édition, se permettant tout de même une folie, la réception de la superstar nord-américaine Justin Bieber. De passage à Paris, l'idole des adolescentes aurait lui-même demandé à rencontrer le président de la République. Une demande exaucée par Emmanuel Macron, plaçant ainsi encore un peu plus bas l'image de la fonction présidentielle. Ce n'est pas la première fois que le locataire de l'Elysée s'exécute devant des personnalités, puisqu'il avait notamment reçu la chanteuse Rihanna en 2017. Pour la suite de la soirée, Emmanuel Macron a décoré deux grands noms de la musique électro, Jean-Michel Jarre et Marc Serron, avant qu'ils ne participent au concert dans la cour de l'Elysée. Ils ont joué devant quelques 300 personnes assis sur des tabourets, dont une centaine de jeunes inscrits sur le site du Pass Culture, des commerçants du quartier et des personnalités invitées comme Jack Lang, ravi d'être entouré de jeunes, ou l'actrice Charlotte Rampling, ancienne épouse de Jean-Michel Jarre. Bref, la 40e édition de la fête de la musique, c'était deux salles, deux ambiances, à l'image du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Kevin Tanguy. La vaccination patine, la haute autorité débloque. Alors que le gouvernement vient d'ouvrir la vaccination à tous les Français, les volontaires ne se bousculent pas au portillon. L'essentiel des injections effectuées depuis quelques jours sont des deuxièmes doses, laissant ainsi entendre qu'il n'y aura plus de grande augmentation. Un élément qui semble inquiéter le gouvernement, prompt à distribuer les piqûres. Dans ce cas, la Haute Autorité de Santé exhorte désormais à vacciner tous les cas contacts après l'apparition d'un variant, et ce le plus rapidement possible. Une recommandation littéralement surréaliste sur le plan sanitaire, au vu des possibles interactions mutagènes. 6 soldats français blessés au Mali.
Lundi, une voiture piégée a explosé à proximité d'un véhicule de la force Barkhane à Gossi, dans le centre du Mali. Lors de cette attaque, 6 militaires français, 4 civils maliens et un enfant ont été blessés, puis déplacés par hélicoptère vers la base de Barkhane à Gao, où se trouve l'hôpital militaire. Dans un communiqué, l'état-major a annoncé que leur pronostic vital n'est pas engagé. Cette attaque intervient au lendemain du premier discours du nouveau chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a appelé à tuer les militaires français. Le gifleur de Macron fait appel, condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir giflé le chef de l'État dans la Drôme. Damien Tarel a fait appel des peines complémentaires qui lui ont été infligées. S'il accepte sa condamnation à de la détention, il conteste les autres peines auxquelles le tribunal correctionnel de Valence l'a astreint. Outre la peine de 18 mois de prison, dont 14 avec sursis, assorti d'un mandat de dépôt, le tribunal avait prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique, l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans et la privation des droits civiques, civils et familiaux pour 3 ans. Pour rappel, Damien Tarel est incarcéré depuis son procès du 10 juin dernier. Le procès Mila se poursuit. Lundi se tenait au tribunal judiciaire de Paris la première audience pour juger les cyberharceleurs présumés de Mila, la jeune femme visée par des menaces après avoir insulté et critiqué l'islam. Au total, 13 individus ont été identifiés comme auteurs présumés de messages relevant du harcèlement ou menaces de mort. Certains ont fait acte de repentance et reconnu leur action comme étant une connerie. D'autres ont essayé de justifier leurs propos par la liberté d'expression. Au cours des 13 heures de débat, le tribunal s'est intéressé au rapport qu'entretiennent ces jeunes avec les réseaux sociaux. La principale concernée, Mila, a pris la parole lundi soir en affirmant n'avoir jamais eu de moment de tranquillité. Le racisme fait recette à la BBC. La chaîne anglaise interdit aux personnes blanches de postuler à un stage afin de favoriser les minorités ethniques. Cette offre de stage faisant ouvertement de la discrimination positive intervient alors qu'une loi a été promulguée en 2010 pour rendre la discrimination positive illégale. Cependant, une action dite positive est autorisée pour les rôles de stagiaires. Un exemple qui confirme que la culture anglo-saxonne sombre de plus en plus dans le racialisme. Les Jeux Olympiques de Tokyo en demi-teinte. Lundi, les organisateurs ont annoncé que l'événement sportif pourra accueillir du public. En raison de la crise sanitaire, une jauge de 50% devra être respectée, avec 10 000 personnes maximum. Seules les personnes résidant au Japon pourront assister aux JO, le pays ayant décidé de ne pas accepter d'étrangers. Les sportifs provenant de régions dites à risque devront, eux, subir un dépistage quotidien lors de la semaine précédant leur départ pour le Japon, assorti de l'obligation pour eux de s'abstenir d'entrer en contact avec d'autres équipes durant les 3 premiers jours de leur arrivée dans l'archipel. Pas de stade arc-en-ciel à Munich, alors que la ville allemande voulait éclairer l'Allianz Arena aux couleurs du lobby LGBT lors d'Allemagne-Hongrie mercredi soir en signe de protestation contre une loi votée en Hongrie. L'UEFA a opposé une fin de non-recevoir. Dans un communiqué très diplomate, l'Organisation européenne du football a expliqué son refus par le contexte politique de cette demande, alors que l'UEFA est une organisation politique et religieusement neutre. Nouveau rebondissement dans l'affaire Omar Haddad. Condamné en 1991 pour le meurtre de Ghislaine Marchal, le jardinier marocain devrait déposer une nouvelle requête en révision de son procès sur la base de nouvelles analyses des traces ADN découvertes en 2015. La demande de révision s'appuie sur les analyses d'un expert. Un rapport démontre la présence d'une trentaine de traces d'un ADN n'appartenant pas à Omar Haddad. Pour rappel, le jardinier avait bénéficié d'une grâce présidentielle de Jacques Chirac et d'une libération conditionnelle en 1998. Il faut toutefois relativiser car cette grâce ne vaut pas annulation de la condamnation et ne l'innocente pas. L'histoire de Moïse se répète. Un bébé de 3 semaines a été retrouvé vivant dans une boîte flottant sur le Gange en Inde. La boîte était tapissée de tissu rouge et contenait des images de dieux hindous, ainsi qu'un horoscope donnant la date et l'heure de la naissance de la fille et son nom, Ganga, pour désigner la rivière sacrée. L'enfant a été récupéré par un homme qui se trouvait dans un bateau au bord du fleuve. Transportée à l'hôpital, la fillette va bien et sera transférée dans un orphelinat. Une personne portée disparue après les pluies diluviennes. Dans la nuit de lundi à mardi, la ville de Beauvais, dans l'Oise, a connu de grandes intempéries avec des rues complètement inondées. Si les dégâts matériels sont importants, les pompiers sont également à la recherche d'une personne portée disparue. Il s'agirait d'un jeune homme tombé dans une rivière. D'importants moyens ont été déployés pour le retrouver, des plongeurs, des maîtres-chiens et même des drones équipés de caméras thermiques. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce mardi.
Il pleut dans les églises, alors que des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. L'église Saint-Augustin dans le 8e arrondissement a subi d'importantes infiltrations. En cause, l'absence de gestion du patrimoine de la ville de Paris et l'incapacité de l'État à prendre soin des biens de l'église. L'église, dont seule la façade a été restaurée, est négligée depuis plusieurs années. L'eau s'infiltre désormais à l'intérieur de l'édifice. Les contribuables largement mis à contribution pour des projets artistiques, parfois très controversés, peuvent manifester leur indignation en appelant la mairie de Paris au 3975 ou en interpellant les élus sur les réseaux sociaux. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, Franck Bousco, avocat et professeur agrégé de droit, explique pourquoi le royalisme est toujours vivant en France après avoir signé la postface de la réédition de l'ouvrage de Guy Auger, Succession de France et règles de nationalité. Alors, au moment de la Révolution française, on ne parle pas encore de légitimisme, mais il y a effectivement ceux qui sont royalistes et ceux qui ne le sont pas. La Restauration a renoué le fil des temps, comme l'avait dit Louis XVIII, très imparfaitement, mais enfin tout de même, il y a eu quand même un certain nombre de réaffirmations. Et puis à partir de 1830, il y a eu une coupure historique, et en plus de ça, en 1830, il y a eu l'usurpation de la couronne par Louis-Philippe, le cousin du roi Charles X, donc le chef de la branche cadette. C'est-à-dire que la branche cadette a voulu se mettre à la place de la branche aînée, un peu comme ça s'était fait en Angleterre, vous savez, où il y a eu également la même chose entre les Stuarts et la famille branche actuelle. Orléans. Alors donc c'est la branche Orléans qui a voulu se mettre à la place des aînés. Et c'est donc après 1830 qu'on peut parler de légitimisme, c'est-à-dire de soutien des droits de la branche aînée en face des prétentions de la branche cadette Orléans. Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes vous parle des attentats et des tentatives d'assassinat contre Napoléon. Au cours de son règne, Napoléon aura été la cible d'une multitude de tentatives d'assassinat ou d'attentats. Sous le consulat comme sous l'Empire, de la part de ses opposants royalistes ou républicains, des rageux quoi, les conspirateurs ont usé de bien des moyens pour en venir à bout. En vain. Lors de l'attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, l'empereur sera même visé par le premier attentat à la bombe de l'histoire, et ça va faire très mal. Mais aucune de ces tentatives n'a jamais abouti, comme si une étoile veillait sur la vie de Napoléon afin qu'il puisse accomplir son destin jusqu'au bout. Retour sur un règne agité où, pour beaucoup, Napoléon aura toujours été l'homme à abattre. Et tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Ça commence à sentir un peu fort les herbes de Provence en PACA. Que se passera-t-il si Thierry Mariani, le candidat du RN, est élu? La Méditerranée va-t-elle déborder, le ciel s'assombrir et la terre trembler? Pour le moment, nous n'en savons rien, mais il y en a certains qui se préparent. À commencer par les artistes, de gauche. Bon, mais artistes et de gauche, c'est le même combat, donc ça n'est pas la peine de le préciser. Et en particulier, ceux qui sévissent année après année à grands coups de subventions dans la Cité des Papes. J'ai nommé les organisateurs du Festival d'Avignon, la plus célèbre manifestation de gauchisme théâtral de notre beau pays. Monsieur Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, l'a annoncé tout net. Nous refuserons toute subvention venant d'un conseil régional dirigé par le Rassemblement national. Et cela, même si la subvention devait s'élever à 3 140 000 €, montant actuel de la dite subvention. Pour dire cela, M. Py s'est drapé dans son auguste dignité d'artiste. Artiste subventionné, oui, et même grassement, mais pas par n'importe qui. Non mais quand même. Parce qu'il ne faut pas rêver, tous ces braves gens, générateurs de haine de classe et de médiocrité ou nullité artistique, ne tiennent année après année que grâce aux subventions publiques qui les font exister et qui leur donnent l'illusion d'être utiles à la société.
Mais ce que je trouve comique dans l'histoire, c'est que, à sectaire, sectaire et demi, comme dirait Tante Gertrude. En l'occurrence, pour l'instant, Mariani n'a absolument pas annoncé son intention de couper les vivres au Festival d'Avignon. Il estime, peut-être à tort d'ailleurs, que ce festival existe, qu'il draine du monde, qu'on peut aimer ou pas, mais qu'il fait partie du paysage culturel et n'a donc pas vocation à disparaître du jour au lendemain. Finalement, Thierry Mariani est plutôt tolérant. En revanche, c'est Olivier Py qui ne l'est pas du tout. À gauche, la tolérance, c'est OK, mais pour les gens qui pensent comme eux. Et à gauche, on a le droit de penser pique-pendre de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce qui est assez comique au second degré, c'est que ce monsieur pique-pendre se propose en fait de s'auto-censurancer si le RN gagne. C'est une bonne nouvelle. Avec un peu de chance, la victoire du RN en PACA permettrait donc, sans fournir le moindre effort et sans bouger le petit doigt, de se débarrasser de tous ces spectacles faussement provoques, laids, mal bâtis, dégoulinants de politiquement correct et de mise en scène bancale aux droits LGBT. Toutes ces laideurs destructrices du beau qui sont le logiciel du Festival d'Avignon pourraient certainement aller voir ailleurs si le RN n'y est pas. Alors rêvons, Avignon redeviendrait peut-être une ville fréquentable au début de l'été, sait-on jamais. Je vous souhaite une très bonne soirée.